Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler du secteur des semi-conducteurs et même plus largement de la géopolitique des semi-conducteurs avec Thibaut Morel qui est analyste chez Bryan Garnier à mes côtés en plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous suivez donc précisément ce secteur des semi-conducteurs chez Bryan Garnier. C'est vrai que je le disais en introduction de l'émission, pour annoncer qu'on allait parler de géopolitique et de puces, de semi-conducteurs. Comme pour un bon nombre d'industries, la dimension géopolitique devient une dimension prépondérante, on va le dire comme ça, et c'est vrai que l'exemple des semi-conducteurs est un exemple parfait avec une actualité permanente autour de ces rivalités géopolitiques qui recomposent ou qui obligent cette industrie sans doute à se recomposer et à l'investisseur à intégrer cette dimension géopolitique. Dans le travail d'analyse que vous faites et qui porte notamment sur les acteurs du secteur des semi-conducteurs en Europe, comment est-ce que cette dimension géopolitique se révèle et se matérialise, Thibaut ? Oui, c'est vrai, c'est un sujet intéressant. On parle souvent de la thématique de la suprématie technologique, où reviennent des sujets comme l'intelligence artificielle, mais il y a aussi un sujet très important. Qui sera le plus en pointe. Exactement, sur des technologies très avancées. Mais sur les technologies dites un peu moins avancées, ça reste quand même de la très haute technologie, il y a aussi un sujet qui est clé, et auquel les semi-conducteurs contribuent grandement, c'est l'électrification de la société. Donc la thématique de la souveraineté énergétique. Et sur ce point, on observe que l'électrification et de manière globale, qu'est-ce qui drive l'électrification? C'est la démondialisation, quelque part. Cette démondialisation, elle a vraiment deux impacts très contradictoires sur l'industrie du semi-conducteur. Le premier, il est très positif, c'est donc l'électrification. Pourquoi? Parce que pour électrifier la société, il faut des puces de semi-conducteurs. Et le deuxième impact, c'est la démondialisation de la chaîne d'approvisionnement du semi-conducteur, qui a un impact négatif pour, en particulier, les acteurs européens. Et là, le cœur du sujet, c'est la montée en puissance de la Chine sur ce segment-là. C'est intéressant parce que vous mettez en avant le levier de l'électrification. C'est pas la transition, vous dites. C'est le facteur de démondialisation qui implique pour certains États ou certaines zones économiques d'être très attentives à leur capacité d'être énergétiquement indépendantes. Enfin, ce qui s'est passé en Europe depuis 18 mois est un exemple parfait de la situation. Oui, la situation en Ukraine et ce que la Russie a fait avec le gaz, effectivement, ça a un impact sur les mentalités. Donc l'électrification est vraiment au cœur. Alors, l'électrification, ça a un impact très positif pour ce segment dit des power electronics, donc les semi-conducteurs de puissance, qui était considéré comme le segment le plus mature de l'industrie. Une commodité, on peut dire ça comme ça. Une commodité avec des taux de croissance de plus de 2%, sur moyenne très long terme, avec une compétition sur les prix essentiellement. Et c'est venu redynamiser ce segment-là, avec des taux de croissance qui peuvent atteindre jusqu'à plus 10% dans certains secteurs, en particulier pour l'industrie et l'automobile, qui sont vraiment les deux segments où il y a le plus de travail à faire en termes d'électrification. La voiture électrique, mais aussi pour l'industrie, qui est un très gros consommateur d'électricité, la rationalisation de la consommation d'énergie avec des engins et notamment des moteurs beaucoup plus économes en électricité. Oui, donc là, effectivement, c'est une manière de voir une opportunité, effectivement, d'investissement dans ce secteur à travers ce phénomène géopolitique de, démondialisation. On va pas, c'est pas le débat, mais c'est l'idée générale pour assurer effectivement cette électrification dans une zone économique comme l'Europe. Il faut s'assurer de l'approvisionnement nécessaire en puces et en semi-conducteurs nécessaires pour cette électrification. Et ça, c'est le deuxième effet, d'une certaine manière, de cette dimension géopolitique pour l'industrie des semi-conducteurs en Europe. Oui, tout à fait. Vous avez l'émergence d'acteurs, notamment chinois, avec un grand plan qui a été lancé par la Chine au début des années 2010 pour devenir indépendant. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour l'électrification. Et un des maillons essentiels de ce plan, c'est développer l'industrie du semi-conducteur. Alors vous voyez une multitude d'acteurs chinois, souvent plus petits que les acteurs européens, qui gagnent petit à petit des parts de marché. On estimait qu'il y avait moins de 5% de parts de marché de ces entreprises chinoises en 2015.
c'est monté à 9% en 2020 et aujourd'hui on estime que ça à 12% et ça monte très vite. Ils affichent des taux de croissance de 30%. Et là, ils n'ont pas de problème d'accès à la technologie. Comme vous le disiez, c'est pas de la technologie de super pointe, c'est de la technologie qui est maîtrisée et qui est accessible pour ces entreprises chinoises. Oui, exactement, tout à fait. C'est la principale barrière à l'entrée, ça va être l'expérience. L'expérience, car c'est très difficile de produire des semi-conducteurs, même ceux qui sont réputés un peu moins avancés, vous voyez. Mais au fur et à mesure, ils gagnent beaucoup d'expérience. Et vous voyez, ils prennent souvent entre 1 et 2% de part de marché chaque année. Donc le réel sujet pour le semi-conducteur européen, finalement, sur le plan économique, ça va être la diminution du marché adressable des acteurs européens. Comment vous regardez, du point de vue de l'investissement, de l'analyse de l'investissement, la réponse européenne et ses implications pour les acteurs, les entreprises européennes, cotées, puisque ça nous amène à votre travail d'analyste, Thibault, entre opportunités et risques, où est-ce que vous placez le curseur là ? Alors, quand on réfléchit à cette thématique, ce qui est important de regarder, ça va être les subventions qui sont données d'un côté et de l'autre. Et quand on regarde les subventions européennes, les montants tournent autour de 30-40 milliards selon comment on compte. Alors que vous avez en face, d'une part... Ça prend tout en compte. La partie européenne, les plans nationaux, enfin tout l'argent qui peut être mis sur la table en Europe. Alors, la lecture est souvent difficile. Ouais. Il y a beaucoup d'aides différentes, mais effectivement, on estime que la poche globale, c'est 30 à 40 milliards d'aides publiques qui vont être... les politiques l'espèrent, être accompagnées d'investissements privés. Bien sûr. Quand vous regardez les États-Unis, on parle de montants qui approchent plutôt les 280 milliards. Quand vous regardez la Chine, les montants ne sont pas officiellement dévoilés, mais on parle autour de 150 milliards. Donc vous voyez, c'est pas... Juste pour un acteur comme... Vous me corrigez, pour donner la perspective, 40 milliards d'argent public en Europe, c'est une année d'investissement pour un groupe comme TSMC, par exemple. C'est tout à fait ça. C'est une année d'investissement pour TSMC. C'est ça. Oui. Après, ils n'ont pas les mêmes besoins non plus d'investissement. Ils font vraiment les plus avancés. Certes. Alors que vous voyez des entreprises qui vont plutôt se concentrer sur le marché de la puissance. Ouais. Ils vont avoir des investissements plutôt aux alentours des 5 milliards, disons, c'est des ordres de grandeur. D'accord, je comprends. Ouais. Donc, vous voyez, cette divergence d'aide entre les différents États, elle a un impact principalement pour les segments où il y a le plus de concurrence sur le prix, et en particulier donc pour les commodités. Et c'est là où ça impacte vraiment l'Europe pour l'électronique de puissance et tous les segments qui vont y être attachés, comme les microcontrôleurs par exemple. Quels sont les acteurs européens, les entreprises européennes là, que vous suivez et qui sont, j'allais dire, en première ligne face à ce défi de l'électrification? On met de côté les autres aspects de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, les super technologies de pointe, mais qui sont les acteurs en première ligne et quelle chance vous leur donnez en tout cas? Comment est-ce que vous évaluez le cas d'investissement de ces entreprises? Alors, je dirais que les principaux acteurs les plus exposés à cette thématique de l'électrification en Europe, on va trouver particulièrement STMicro et Infineon. D'accord. Nous, on aime particulièrement Infineon pour son profil qu'on juge assez équilibré. Donc très concentré vraiment sur les applications de puissance. C'est plus de 60% de leur chiffre d'affaires. Et très compétitif sur ce segment-là parce qu'ils ont une masse critique qui leur permet d'avoir des coûts très compétitifs. Donc dans un environnement qu'on juge plutôt défensif, vous voyez, on pense qu'ils vont être le plus résistants face à des pertes de marché potentielles. Ouais. D'accord. Infineon, parce que la taille critique sur ce segment spécifique de la puissance électrique. Juste un mot là, de l'actualité, effectivement, la Chine qui veut encadrer, contrôler, restreindre peut-être demain les exportations de certains métaux critiques. On sait que la Chine est un producteur dominant dans ce monde des minerais, des métaux rares, des métaux critiques, etc. Là, on parle du germanium et du gallium. C'est le genre d'annonce qui peut perturber un peu le monde des semi-conducteurs. Ça peut avoir quel type d'impact, selon vous, Thibault? Oui, c'est des annonces importantes. D'une part, si on les recontextualise, vous voyez, c'est dans un laps de temps assez court, la deuxième annonce assez agressive de la Chine, qui implique des mesures coercitives sur l'exportation de technologies dans le semi-conducteur.
En termes d'impact, le gallium, le germanium, ça va être des matériaux qui vont être utilisés dans ce qu'on appelle des compounds semi-conducteurs pour des applications assez diverses, mais parmi elles, des applications de défense. Par exemple, pour faire des capteurs infrarouges, des caméras hyperspectrales très utiles pour la défense, aussi pour la communication, et également pour l'électrification avec le gallium nitride. En ce qui concerne, par exemple, STMicro et Infineon, qui ont tous les deux des visées dans le marché du gallium, ce qu'on appelle le gallium nitride, nitrure de gallium qui permet d'électrifier la société. Ouais. Je dirais qu'il y a un peu moins d'impact parce que ces deux acteurs, en fait, récemment ont conclu des partenariats avec des fournisseurs de matériaux, finalement, de substrats qui sont chinois. Justement pour permettre au gouvernement chinois d'intégrer de la valeur ajoutée, notamment pour les semi-conducteurs à destination de la Chine. Intéressant, et même il y a des stratégies d'intégration verticale aujourd'hui chez STMicro. On veut aussi être, chez d'autres j'imagine, mais être en contrôle total de ce genre d'approvisionnement et d'en sécuriser une grande partie aujourd'hui. Je crois qu'ils vont même avoir des mines ou en tout cas des usines destinées à produire ce genre de substrats nécessaires à leur industrie. Effectivement, il y a un enjeu clé sur les substrats car les matériaux composites sont aujourd'hui des matériaux qui coûtent très cher. L'enjeu est donc de baisser le coût de production de ces matériaux et cela se passe notamment par la maîtrise de l'amont de la chaîne de valeur. Ouais. Merci beaucoup Thibaut, merci pour cet éclairage sur cette dimension géopolitique très présente aujourd'hui dans un grand nombre d'industries et particulièrement dans l'industrie des semi-conducteurs en vue de ce défi de l'électrification qui nous occupe. Thibaut Morel qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique, analyste chez Bryan Garnier. Voilà pour cette édition de Smart Bourse, on se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.